Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur la Nest TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique, bien sûr, avec votre frère Francis. Alors, aujourd'hui, on va parler des accords, encore une fois, accords entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Devant qui? Pas devant Donald Trump, pas devant, je ne sais pas, un membre du Congrès américain, mais devant Massad Boulos, qui est le conseiller principal de Donald Trump en Afrique. Alors, on va parler de ça. On va vous parler un peu de ces accords, là où ça nous mène. Je vais vous lire un peu de quoi il est question pour qu'on sache de quoi nous sommes en train de parler. Alors, on lit ça. D'abord, il y a la Belgique, les États-Unis qui acceptent de former les FARDC. Là, nous sommes toujours dans les accords entre la RDC et les États-Unis. Je vais vous lire ça. Et puis, il y a aussi la Belgique qui va aussi former nos FARDC. Mais il y a un problème dans le contrat ou dans ce partenariat entre les États-Unis et la RDC. Je vais vous dire quel est le problème et quelle est la réponse ou la réaction du Rwanda par rapport toujours à ces accords après avoir rencontré le conseiller principal de Donald Trump. Qu'est-ce que le Rwanda a dit par rapport à ça? Alors, je vous lis d'abord. En mission en Belgique, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Guy Kabombo, a visité la prestigieuse École royale militaire de Bruxelles, véritable référence mondiale pour la formation des officiers, accompagné du lieutenant-général François Kabamba Wakasanda, du lieutenant-général Marcel Lukila, et d'une forte délégation. Le numéro 1 de la défense congolaise a reçu un briefing complet du général-major Anne Rousse de Porter, commandante de l'institution fondée en 1834. L'objectif, explorer une coopération renforcée en matière de formation dans le cadre du trinôme cher au président de la République, Félix Tshisekedi, formation, équipement, casernement, une ambition claire pour doter les FARDC d'une armée républicaine professionnelle et performante. Là, c'est le premier. Maintenant, il y a aussi les États-Unis que je vous ai balancé en début d'émission. Cette loi de 2008 interdit l'assistance militaire aux pays utilisant des enfants soldats. La RDC est figurée depuis 2010, malgré une forte baisse des cas dans les FARDC depuis le plan d'action ONU 2012. La dérogation permet désormais le programme IMET, formation d'officiers et sous-officiers congolais dans les écoles militaires américaines, le soutien PKO, participation aux opérations de maintien de la paix, les ventes directes d'armes. Là, je vous prie de bien suivre ça. Les ventes directes d'armes restent exclues. Washington motive sa décision par l'intérêt national. Professionnaliser l'armée congolaise, renforcer sa capacité à sécuriser le territoire et contribuer à stabiliser une région stratégique pour les minerais critiques, cobalt, cuivre. À Kinshasa, plusieurs voix y voient une reconnaissance des progrès réalisés et un appui bienvenu face à la persistance du 1-23 et des groupes armés dans l'Est. Les organisations de défense des droits humains restent prudentes. Certaines milices affiliées posent encore problème selon les rapports de l'ONU. Alors, les accords dont je vous ai parlé, accords États-Unis, RDC, Rwanda, qui se sont tenus, qui ont eu lieu ce 18 mars. Alors, je vais vous lire ça aussi pour que l'on sache de quoi nous sommes en train de parler. Alors,
Où est-ce que ça se trouve? Où est-ce que ça se trouve? Je vous prie d'être patient avec moi. Je vous prie d'être patient avec moi. Je pense retrouver ça maintenant. Sinon, euh, bon voilà, il se peut que je ne puisse pas retrouver ça. Mais vous le savez tous, les accords qui ont été signés entre les États-Unis et le Rwanda, vous le savez, dans ces accords signés depuis le 27 juin, les États-Unis ou le Rwanda a sommé les FARDC, la RDC, à neutraliser les FDLR avant que les Rwanda ne puissent retirer ces mesures soi-disant préventives. Alors, c'est ce qui a été question. Vous le savez, les États-Unis sont plus concentrés avec la guerre qui les oppose à l'Iran. Alors, on a envoyé Massad Boulos pour, encore une fois, réunir les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, sur une même table afin de les pousser à respecter ces accords. Alors, le Rwanda, de sa part, a accepté de retirer partiellement ses troupes de la RDC, mais la RDC doit aussi neutraliser les FDLR. Il n'y a pas un timing qui a été donné par rapport toujours à ces derniers accords, un timing, c'est-à-dire le temps qui a été donné pour le retrait des troupes, les retraits partiels des troupes rwandaises. Et de la part de la RDC, il n'y a pas aussi un timing qui a été donné pour la neutralisation des FDLR. Alors, on est en train de tourner autour du pot jusque-là. Je me permets de le dire parce que s'il y a accord, s'il y a accord, par exemple, comme en 2008, quand Joseph Kabila a signé des accords qui ça, la Chine, si ces accords-là étaient fructueux, on n'aurait pas besoin des États-Unis. C'est parce que ça n'a pas marché avec la Chine que le président de la République a décidé d'aller d'aller signer des accords avec Washington. Bien que cela ne soit pas toujours bon, je l'ai déjà dit, on a d'une part la Chine et de l'autre part nous avons les États-Unis sur un même sol. Je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas avoir deux lions sur une même montagne. Là, ce n'est pas bon déjà pour notre avenir politique en RDC. Parce que l'un peut soutenir celui-ci pour créer un coup d'État si celui-ci n'est pas d'accord avec, ne fait pas les intérêts de l'autre. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une bonne politique. Cela ne garantit pas un avenir meilleur pour la RDC. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Alors, les accords n'ont pas été respectés des deux parts parce que la RDC se devrait de neutraliser les FDLR avant que le Rwanda ne puisse retirer ses troupes. Alors, les deux parties n'ont pas respecté ces accords. Et d'ailleurs, après même ces accords qui ont encore une fois été signés, c'est 18 mars, cette même semaine, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a réagi. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, le gouvernement congolais ne respecte ni les cessez-le-feu, ni les CONOPS visant à éradiquer les FDLR. Au lieu de cela, il rassemble de personnalités politiques qui soutiennent les FDLR, notamment Jean-Luc Abiyarimana. Vous le connaissez, Jean-Luc Abiyarimana, c'est le fils de l'ancien président, le dictateur qui a vécu au Rwanda, qui était au Rwanda, qui était le président du Rwanda pendant 20 ans avant qu'il ne soit tué. Alors, en 1994, c'était lui avant que Kagame puisse être président. Alors,
Il accuse le gouvernement congolais de soutenir l'enfant de ce président Luc Abiyarimana, qui se rend régulièrement à Kinshasa pour rencontrer les dirigeants congolais. Là, c'est la réaction de Olivier, qui est, je le rappelle, le ministre des Affaires étrangères rwandaise. Alors, vous comprenez que des deux parts, on s'accuse mutuellement. Je ne cesse de le dire, la RDC, je ne sais pas si c'était par la pression de Donald Trump qu'on avait juste signé ces accords-là, mais comment est-ce que vous voulez contrôler ou vous voulez neutraliser des ennemis qui habitent dans des zones que vous n'occupez pas? Les FDLR sont là où se trouvent les M23, les zones qui ne sont pas occupées par les FARDC. Mais comment voulez-vous signer des accords qui vous obligent à aller neutraliser ces ennemis-là qui travaillent d'ailleurs, qui viennent d'un même endroit, qui travaillent de commun accord? Les FDLR et les M23, ce sont les mêmes personnes. C'est que ce narratif-là de M23, les FDLR constituent une menace pour le pouvoir de Kinshasa et de Kigali, c'est un pur mensonge. La vérité est telle que c'était Kagame qui avait commis les génocides de 1994. C'était lui qui voulait prouver sa loyauté aux Blancs. Mais il s'est fait que on a voulu masquer cela. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore, il n'y a pas reddition des comptes, on n'a pas fait payer, il n'y a pas justice qui a été faite pour les meurtriers de ces presque 1 million de Hutus qui ont péri en 1994, parce qu'on sait que c'est l'Occident qui est derrière, qui a poussé Kagame à faire ça pour prouver sa loyauté et aussi arracher le pouvoir des mains de Hutus. C'est ça la vraie vérité. Vous voyez. Alors, les FDLR ne sont pas un problème pour la RDC, même si on doit le prendre dans ce contexte-là. Le contexte-là du Rwanda, que les FDLR, c'est un problème, constitue une menace pour le Rwanda. Ce n'est pas notre problème. Nous, le mal que l'on avait fait, c'est ouvrir la frontière à ces gens-là, pour que ces gens-là puissent vivre sur le sol congolais. C'est le seul péché qu'on a commis. Bien que cela ait été le plan des Occidentaux pour que le Rwanda ait toujours accès à l'est aux minéraux stratégiques de la RDC, soi-disant, on est là-bas pour nous protéger, soi-disant. Parce que même dans les accords qui étaient signés, aucunement on a cité le Rwanda comme agresseur. Le Rwanda n'est pas l'agresseur, mais le Rwanda est juste la victime. Pour vous dire que les mêmes signataires de ces accords savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais notre gouvernement, nos dirigeants sont tombés dans ces pièges, ou je ne sais pas dire, ils ont voulu tomber dans ces pièges-là parce qu'ils savent ça. Ils savent ça, mais on a accepté de signer des choses. À quoi ça sert? À quoi ont servi ces accords que nous signons encore ou nous avons encore signés? Parce qu'il n'y a rien de nouveau là-bas. Le Rwanda a accepté de retirer ses troupes, mais à condition que la RDC puisse continuer, puisse neutraliser les FDLR. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Le problème, c'est nous. C'est nous qui avions accepté de signer ces accords qui n'ont pas de sens. On a accepté de donner nos minéraux aux Américains, mais de l'autre part, c'est nous qui sommes en train de souffrir. C'est nous qui sommes en train de perdre dans ce deal ici, dans ces accords minéraux, soi-disant minéraux contre sécurité. C'est nous qui sommes en train de perdre. Et le Rwanda est en train aussi de bénéficier parce qu'il a reçu cette intégration régionale. Le Rwanda a reçu la légitimité sur le vol ou le pillage des minéraux congolais. Bien que jusque-là, ce n'est pas encore officiel, je vous l'ai dit l'autre fois, le rapport a été apporté à l'Assemblée pour ratification. Alors, avant même que cela soit ratifié, le Rwanda continue à payer par tonnes nos minéraux stratégiques dans les zones que les M23 occupent. Roubaix est dans les mains des M23. Le Rwanda continue et va continuer à piller nos minéraux pendant que nous sommes en train de mourir. Nos frères et sœurs à l'est du pays sont en train de mourir. Ça n'a pas de sens. Et pour montrer encore que le gouvernement ne sait pas ce qu'il est en train de faire, on a signé ces accords-là, mais on a vu que non.
ces accords ici n'aboutissent à rien, on va encore initier d'autres accords au Togo. Après les accords de Togo, on va encore à Luanda parler à Joao Lourenço. En tout cas, initier encore d'autres pour parler. On doit s'asseoir encore sur une même table pour parler d'accord. Donc, vous comprenez que on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On a vu que c'était une erreur avec Donald Trump. Maintenant, on est encore en train d'essayer d'initier d'autres accords. Et partout là où on va, tout pays qui est signataire ou bien tout pays qui initie ces accords, il y a aussi des intérêts pour ce pays-là. Le Togo ne peut pas accepter de réunir la RDC et le Rwanda sur une même table sans que le Togo ne puisse bénéficier des accords, de ces accords. Même chose avec Joao Lourenço. C'est lui que Félix Tshisekedi appelle le champion de la paix. Il ne peut pas juste être là, initier, accepter de prendre le risque de s'asseoir sur une même table avec Kagame et Félix Tshisekedi après tous ces efforts qu'il a consentis et lui n'a rien. Non, il a aussi quelque chose qu'il doit bénéficier. On ne sait pas les secrets de ces accords-là. Qu'il a des choses qu'il doit bénéficier dans tout ce qu'il fait, il est en train de faire pour que la RDC puisse retrouver la paix. Alors, jusqu'où on ira? Cela revient même à l'armée. Le gouvernement congolais avait d'abord demandé aux États-Unis, c'était même dans le premier accord de Félix Tshisekedi. Le gouvernement congolais avait demandé à Donald Trump de former les FARDC. Donald Trump avait refusé cela. Le gouvernement congolais s'est tourné vers l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud puisse former les FARDC. L'Afrique du Sud avait accepté. Après, il n'y a pas que l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte aussi. On est les messieurs là, les messieurs Guy, le ministre de la Défense qui est parti en Égypte pour signer des accords pour que l'Égypte puisse former nos FARDC. Après, ce n'est plus encore l'Égypte, il y a les États-Unis maintenant qui vont former nos FARDC. Après les États-Unis, c'est la Belgique. Il va encore en Belgique pour former les FARDC. Finalement, avec qui est-ce que nous sommes en train de traiter? Cela montre qu'on n'a pas de vision. Voilà pourquoi on n'est pas respecté. Kagame lui-même avait dit, je ne sais pas combien de fois nous devons nous déplacer pour signer des accords. On a signé des accords à Washington qui ne sont pas respectés. Vous nous appelez maintenant pour signer des accords au Togo. Après le Togo, c'est en Angola. On a refusé. Pour l'Angola, on a refusé parce que ça en est trop. On ne veut pas signer des accords partout. Il y a Doha aussi là où le gouvernement congolais signe des accords avec les M23. Mais est-ce qu'on ne veut pas avoir une seule vision, dire que, ok, si ici ça ne marche pas, on laisse ça, on se concentre sur ça. On a un plan B, on va se concentrer sur ça. Mais il semble qu'on est partout. On se veut signer, on initie des accords en Afrique, en Europe, en Arabie Saoudite. On veut former nos FARDC en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Mais le pire dans tout ça, hier, je vous avais passé le témoignage d'un soldat des FARDC. Il dit, on nous a formés en Égypte. On a reçu la formation militaire là-bas. Mais sur le champ de bataille, les armes que nous avons, ce ne sont pas des armes qu'on a utilisées dans la formation militaire en Égypte. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse nous défendre? Comment vous voulez qu'on puisse combattre l'ennemi? Donc, vous formez des gens en Égypte avec une autre formation, avec d'autres équipements militaires, mais quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils reçoivent d'autres armes qu'ils ne savent pas utiliser. Et tout ça, ça fragilise notre armée. Et après, on va dire que l'armée des clochards, armée à bas faible. Mais tout ça montre, ça montre qu'on n'a pas de vision, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et ça nous ridiculise devant la face du monde. On a signé, il y a ceux-là qui sont en train de célébrer le gouvernement congolais, bien sûr. Je vous ai lu ça, avec les États-Unis qui acceptent de former les FARDC et tout ça. Il y a un point que je vous ai dit de retenir là-bas. Pas de vente d'armes. La RDC est sous embargo militaire depuis les années 2000. C'est sous Félix Tshisekedi en 2021 qu'on a dit non. En tout cas,
le président et son gouvernement ont fourni des efforts pour demander à ce que les États-Unis puissent enlever cet embargo. Et cet embargo n'était pas enlevé, mais il a été juste allégé. C'est-à-dire, on peut se payer des armes, mais toute arme qui doit être achetée par le gouvernement congolais doit être approuvée ou autorisée par le gouvernement américain. Vous formez les soldats. On forme les soldats sont formés. Mais au lieu de bataille, vos armes sont limitées parce que les Américains ne permettent pas que vous puissiez utiliser la dernière technologie. Mais l'ennemi que vous combattez a le plein droit d'utiliser n'importe quelle arme. Quelle force ou quelle motivation vous avez à combattre devant un tel ennemi? Tout ça, c'est se jouer de nous. Et ça fait mal quand notre gouvernement voit toujours une façon de... Tout ce que l'Amérique fait, on est toujours reconnaissant. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. On est reconnaissant envers les États-Unis pour ça. On vous forme, mais on refuse que vous puissiez vous payer des armes. On refuse même de vous donner des armes ou même de vous vendre des armes. Un peu comme les États-Unis le font avec Israël. Les deux pays travaillent ensemble, mais la majorité des armes qu'Israël utilise proviennent des États-Unis. Là, c'est une réelle collaboration. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël fait partie des armées les plus puissantes au monde. C'est juste par cette alliance. Alors, comment voulez-vous que le pays qui, soi-disant, collabore avec vous pour terminer la guerre ne vous autorise pas à avoir les armes que vous voulez, ou bien ne veut même pas vous donner, vous suppléer en armes, vous achetez des armes, vous dites, voici notre argent, prends, donne-nous des armes. Non, pas question. Mais c'est ce pays-là qui bénéficie de vos minéraux. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment pour tous ceux-là qui nous suivent. Vous êtes nombreux. Vous avez commencé avec nous depuis très longtemps, des années en arrière. En tout cas, je vous dis merci parce que votre fidélité nous donne la force. Soutenez l'information indépendante. On n'a pas de parti pris. On vous dit les choses telles qu'elles sont. Alors, soutenez-nous en aimant nos vidéos, partagez les vidéos, commentez vraiment. On ne vous répond pas peut-être, mais on lit vos messages. En tout cas, les numéros sont là. Mon numéro personnel, il est là en bas. Vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous répondre. Vous avez des informations à nous passer, vous voulez collaborer, publicité ou consort, en tout cas, soyez libre de nous écrire. On est là pour vous, on est là pour traiter avec vous. Alors, je vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Prenez soin de vous. Bye.